Donc, je vous remercie pour votre présence ici ce matin. Nous sommes donc accueillis par notamment la directrice de l'école d'art et de design Claire Payot, que vous avez pu apercevoir tout à l'heure. Nous sommes très heureux donc de poursuivre ce colloque dans cet espace ici, qui manifeste aussi les dialogues que nous nourrissons avec les collègues, les artistes et les étudiants de l'école d'art de Saint-Étienne. Donc cette demi-journée est intitulée « Transfert, traduction et devenir ». C'est une manière de prolonger les problématiques qui ont été amorcées hier après-midi. Il s'agira d'envisager donc l'œuvre dans son contexte d'inscription et de questionner les œuvres quand elles s'éprouvent dans différentes versions. À mes côtés, Bruno Gauss, très honoré de vous accueillir. Donc vous êtes artiste et professeur à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Alors quand je lis votre biographie que vous nous avez fait parvenir, donc d'abord attentif aux questions de temporalité qui se marquent principalement par le recours à des procédures explicites, suite à une expérience d'écriture de textes juridiques qui l'a marqué. Son travail, donc votre travail, s'infléchit en une réflexion sur la contrainte tant textuelle qu'imaginaire. Vous tentez de donner forme à ces impératifs et à ce qui les ruine. Votre pratique établit des relations entre documents, histoire, faits, récits et images. Ces rapports se cristallisent dans des vidéos, des expositions ou des livres. Vous donnez à voir la manière dont le texte, notamment juridique, et ses montages fictionnels conditionnent notre rapport au réel, à l'image et à l'art. Donc vos recherches, notamment plastiques, artistiques, ont été montrées aussi bien en France, en Europe, aux États-Unis, mais en Chine également, et de nombreuses publications. Alors, dernièrement, classement diagonal aux éditions La Lettre volée à Bruxelles, et également de nombreux articles avec La part de l'œil, par exemple, mais pas que. Alors cette matinée, pour préciser un petit peu son organisation, donc vont s'enchaîner 3 présentations, 3 communications. S'en suivra bien sûr une discussion, un échange au sortir donc de ces 3 communications. Et puis après la pause, un binôme, un duo, artiste et historienne de l'art, avec un format un tout petit peu plus long. C'est pour cela que nous avons 3 communications dans un premier temps, et puis ensuite une dernière présentation avant la pause qui marquera la fin de cette matinée, donc avec un format un petit peu plus long, sous la forme d'un dialogue performance. Mais dans un premier temps, donc, je vous laisse la parole pour votre présentation. Je vous remercie. Normalement, le micro doit fonctionner. Le micro, normalement, fonctionne. Le micro fonctionne ? C'est bon ? Voilà, je le mange carrément. Non, ça, ok. Non, mais oui, ok, maintenant ça marche. Ok, merci. Merci. Bonjour à tout le monde et merci pour cette présentation, introduction et pour l'organisation de ce colloque et pour m'avoir proposé d'y participer, ce qui me donne l'occasion de m'interroger avec vous sur quelque chose qui est un peu une évidence, mais qui s'est pourtant construit pour moi un peu lentement au fil de différentes expériences que je voudrais partager. C'est que toute proposition artistique est bien ancrée, située, attachée aux contingences de son apparition, de son élaboration et de sa monstration et de sa réception. Mais alors, ma question, c'est jusqu'où va ce constat ? Est-ce que ça va jusqu'à la disparition de toute permanence de l'œuvre d'art ? Et donc à la disparition de l'œuvre d'art. La première expérience que je voulais partager avec vous est celle de Tirander. Il s'agissait de montrer dans 2 expositions successives des travaux ayant pour sujet le drapeau, un objet un peu particulier, à la fois symbolique et parfaitement dérisoire. L'une, la première, s'est déroulée au Centre d'art contemporain de Troyes, et l'autre à la Maison d'art contemporain des Chartreux à Bruxelles, où j'habitais. Alors initialement, il s'agissait pour moi, un peu naïvement sans doute, de proposer la même exposition, de rendre ces travaux publics à Bruxelles également, de faire en sorte que les amis bruxellois qui n'avaient pas fait le voyage jusqu'à Troyes puissent les éprouver.
Bien sûr, l'espace étant différent, je savais que l'exposition le serait, mais pour moi, les œuvres étaient les mêmes. Un DVD que j'ai apporté, si vous voulez le regarder, avait d'ailleurs été édité par la Maison d'art actuelle des Chartreux et par le Centre d'art contemporain Passage. Ce DVD est en quelque sorte une forme de catalogue de l'exposition. Son existence même témoigne d'une conception du travail vidéographique, laissant supposer une certaine permanence du film. Que l'on puisse le voir chez soi, sur un écran d'ordinateur ou une télévision, en grand ou en petit, dans le noir, avec de la lumière, isolé ou distrait, tout ça renverrait à la même substance. Je n'aimerais pas voir pour la première fois un film en vidéo ou à la télévision. On voit d'abord un film en salle. Cinéma et vidéo, c'est effectivement la différence entre un livre qu'on lit et un livre qu'on consulte. Pour moi, comme cinéphile, la vidéo bouleverse ma vie. Prenez Sérénade à Troyes de Lubitsch, par exemple. Avant, s'il passait quelque part, j'y allais, sachant que je devrais attendre peut-être 2 ans avant de pouvoir le revoir. Depuis, il m'arrive de le visionner 3 fois dans la même semaine. Avoir un film en vidéo m'en donne une connaissance beaucoup plus intime. En tant que cinéphile, je suis un fanatique de la vidéo. Disait Claude Berry, rapportant les propos de François Truffaut, lorsque l'usage de la cassette VHS a bouleversé l'économie du cinéma et sa réception. J'imagine que les plus anciens ici se souviennent de cette présentation. Cette question du contexte de réception du cinéma peut sembler aujourd'hui un débat dépassé. On regarde un film de toutes les manières possibles. Le reste, la manière dont on vit cette rencontre avec le film sur tel ou tel support, est affaire personnelle. Néanmoins, ces évolutions des comportements et des usages ne me semblent pas avoir complètement vidé le problème. Voir un film sur un smartphone ou dans une salle de cinéma est possible, mais s'agit-il de la même chose, du même film? Raymond Bellour, qui a consacré de nombreuses réflexions à cette question, pour lui, la question est assez simple. Un dispositif de réception précis est nécessaire pour que l'on puisse parler de cinéma. Hors de ce dispositif, il s'agit d'autre chose. Et cette question de dispositif n'est pas uniquement liée au cinéma. Il y a par exemple des compositeurs de musique qui refusent d'enregistrer leurs créations. Je pense à Nicolas Fries qui, à ma connaissance, a toujours refusé d'enregistrer ses compositions qui, le plus souvent, sont conçues pour un lieu précis et des acteurs précis. Pour ma part, je prenais l'exposition de Troyes comme une première présentation publique du travail. Je n'avais pas anticipé qu'elle allait modifier mon rapport aux vidéos qui y étaient montrées. À force d'être dans un rapport d'intimité avec les vidéos, comme disait Truffaut, de cette intimité du travail qui manipule, modifie, dilate, contracte, coupe, superpose, la perception s'imaginarise. On vit avec ces vidéos lorsqu'on les travaille. On les quitte lorsqu'on arrête de monter, puis on les retrouve continuellement, comme on retrouve une personne. Le temps passé à leur contact finit par leur conférer une consistance, certes imaginaire, une sorte d'existence, semblant indépendante de toute manifestation. L'expérience de l'exposition s'oppose à cette perception. Elle me fait voir ces vidéos autrement. Elles m'apparaissent différentes de ce que je pensais qu'elles étaient. La mise en espace de Troyes constitue pour moi une mise à distance, me permettant de saisir quelque chose de la réception possible du travail. La spatialisation des travaux provoque un nouveau montage entre les différentes vidéos. Elle permet de comparer, de voir en même temps, de décider du moment où l'on se retourne. En un sens, l'exposition est comme un montage. Car à la linéarité du flux vidéo s'ajoute la linéarité de ma visite de l'exposition. Mais en un autre sens, elle est la négation de ce montage, car elle rompt la logique successive du flux de la vidéo par la manière dont chaque élément spatial vient nous distraire. Après cette expérience, je ne ferai plus de DVD. On entend toujours que le DVD tirant d'air. Bon, j'arrête. Je pensais que je pourrais parler en même temps que la vidéo, mais c'est pas grave. Que le DVD tirant d'air constitue la trace de ce qui a été montré alors qu'il a été gravé avant même que la première exposition ne soit montée, n'est pas pour me déplaire. Que ce qui, dans le réel d'un temps successif, ait lieu avant, apparaisse imaginairement comme un après-coup, et si possible, réellement comme l'après-coup de la réception, me convient bien.
Quelque chose se joue entre le temps de la conception, celui de la production et celui de la réception. Ce que je prends pour désessentialisation de l'œuvre en passe par une délinéarisation du temps. Idéalement, l'exposition de Bruxelles aurait dû se voir dans son rapport à celle de Troyes. Idéalement, il ne fallait pas la voir comme une présentation autonome, mais comme une mise en mouvement de la première occurrence. La seconde expérience que je voulais partager avec vous concerne le film Exit. Exit a d'abord été un projet de film qui ambitionnait de montrer les frontières internes à l'Europe au moment où elle s'abandonne. Il était question de saisir à la fois le moment d'abandon et ce qu'il implique du maintien d'un certain ordre. Une frontière ici, au centre de l'Europe, ou là, au bord de l'Europe, n'étant pas la même chose, il sera question de voyager de proche en proche, des frontières du centre aux frontières de l'extérieur. Il sera question de viser, de voyager vers quelque chose, une limite, la franchir, et pourtant toujours voyager vers celle-ci ou une autre. Ces deux phrases sont extraites du dossier de présentation du projet à l'époque où je cherchais un financement. Chercher de l'argent implique d'annoncer ce que l'on suppose que l'on va faire. Un dossier est presque toujours une anticipation d'un certain résultat. En ce sens, le dossier est une projection. C'est elle qui produit la linéarité de la phrase « il sera question de viser, de voyager vers », alors que la logique du travail me semble plutôt être dans la phrase précédente, « voyager de proche en proche ». À relire ces phrases, en préparant cette présentation, je vois une tension, voire une contradiction entre deux approches qui m'avaient échappé à l'époque, entre la visée et la dérive. Le financement obtenu a permis de partir 3 semaines sur les routes européennes pour filmer ces frontières avec une petite équipe de tournage, un caméraman et un preneur de son. À la linéarité du dossier qui avait pour viser la réalisation du film s'ajoute la linéarité du calendrier de tournage, des rendez-vous qui y étaient associés et du voyage lui-même. Ceci est un film documentaire. Il est réalisé avec des images et des sons qui ont été enregistrés sur place, en différents lieux du territoire de l'Union européenne, entre le 23 mars et le 10 avril 2009. Il est monté et commenté par une voix off, et il a pour sujet les frontières. Un mot, une image et des conséquences. L'Europe distingue 2 sortes de frontières, les frontières intérieures et les frontières externes. Les frontières intérieures sont communes à 2 États membres. Le temps de montage, s'il est solitaire, est pour moi un temps de vagabondage, durant lequel le temps de la vision ne coïncide nullement avec celui de l'élaboration, de l'association, de la reprise. Mais j'ai également travaillé avec un monteur qui a tenu compte de la logique narrative du film, de la vitesse de défilement des images, de la capacité à saisir quelque chose dans ce défilement. Il a fallu faire des choix, réduire les bifurcations, linéariser le film. Une fois réalisé, je pouvais soutenir qu'il s'agit d'un film qui se tient au bord de 2 champs, celui du cinéma et celui des arts plastiques. Cette position fragile, ou à tout le moins instable, faisait partie du projet, puisqu'il s'agit, dans ce film, de s'intéresser aux frontières, aux limites. L'aventure du film m'a permis de mesurer un certain écart. Comme plasticien, j'aime avancer en aveugle, à tâtons, en cherchant ce que les choses seront. Comme cinéaste, il est nécessaire d'avoir un projet, de verbaliser, de dire à l'équipe ce que l'on attend d'eux. Cette différence fondamentale se redouble d'une conception particulière de la temporalité, d'un rapport différent entre le temps du faire et le temps du voir.
En art plastique, le plus souvent, si l'œuvre se présente en un instant, elle se déplie ensuite dans la temporalité de son exposition. Le temps du faire, c'est comme cristallisé dans l'œuvre et ne demande qu'à se redéployer sous le regard du spectateur et de son désir. Il peut y mettre le temps qu'il veut ou abandonner rapidement la partie. Dans un travail cinématographique, il est nécessaire de tenir compte du fait que le spectateur est emporté par le flux des images. Ceci conduit à élaguer, resserrer le propos, abandonner les chemins de traverse au profit de ce qui concourt à une visée, de ce qui converge vers ce qu'il est convenu d'appeler le sujet. Quelque chose n'allait pas. La linéarité du film renvoyait un peu trop à la linéarité de la frontière. Or, ce travail avait du sens à doter cette ligne d'une épaisseur, permettant de saisir que s'y articule une dimension imaginaire, symbolique et réelle. Il me semblait nécessaire de produire une division. Un projet d'édition a été mis en place afin de rendre au film ses chemins de traverse, à réintroduire de la divergence là où la convergence s'est imposée. Le livre reprend les images, textes et voix du film en y ajoutant des éléments qui en avaient fait partie, mais ont été retirés par la suite, ou des éléments restés à sa périphérie. Il ne s'agit pas de faire un journal du film, de sa réalisation, mais plutôt de réintroduire des lectures croisées. Il s'agit de réintroduire la temporalité de la plasticité dans un projet vidéographique. On peut dire qu'il y a deux versions du même projet, chacune ayant son propre angle d'approche, son propre point de vue, lié à ce que le média permet. Une version n'est pas supérieure à l'autre. Une version n'est pas le complément de l'autre. Elles sont différentes et coexistent. Le livre contient de nouvelles choses, des textes, des images appartenant à d'autres séries, des photos de repérage, des propositions de développement qui n'ont pas été poursuivies, des propositions graphiques. Dans ce second exemple, l'inscription du projet en un autre média apparaît comme une nécessité à partir d'une première, de la réalisation du film qui en est la première actualisation. Il y a donc comme une frustration, une insatisfaction, un ratage qui implique une autre manière, non pour s'y substituer, mais creuser un écart entre les deux formes. Dans le troisième exemple que je souhaite évoquer, ce manque est apparu dès l'amorce du travail et le caractère multimodal de ces actualisations est apparu comme une nécessité dès l'abord. La troisième expérience que je voulais partager avec vous est celle du projet Classement Diagonal. Il ne s'agit plus d'une exposition qui semble en répéter une première, ni d'un livre qui s'ajoute à la linéarité d'un film. Il s'agit d'un processus de travail qui procède de proche en proche, par rebond et en oblique. Ce qui m'a mis au travail sur ce projet, ce fut d'apprendre que la première chose que l'État belge a décidé de protéger en vertu d'une loi fut le champ de la bataille de Waterloo. Or, j'habitais à Waterloo depuis quelques années, lorsque j'ai appris cela. Ce champ de bataille, je le longeais en voiture régulièrement. Je m'y suis promené une fois ou deux. Alors, je me suis intéressé à ce classement. En lisant les débats parlementaires, j'ai mesuré que les raisons qui y avaient conduit étaient diverses. Il y avait une cause, la construction d'un panorama en 1912 par le peintre français Louis Dumoulin. Mais cette cause n'était reprise dans les débats parlementaires que par un seul parlementaire. Certes, ce panorama était jugé par tous peu respectueux du cimetière qu'est le champ de bataille, et il fallait empêcher que d'autres constructions viennent à l'avenir transformer ce lieu de recueillement en une attraction foraine. Mais pour certains, le champ de bataille était comme un document naturel qu'il fallait conserver pour que les militaires puissent l'étudier. Pour d'autres, c'était un repoussoir qu'il fallait garder comme trace d'une abomination afin d'éviter qu'elle se reproduise. Nous sommes en 1914. Pour d'autres encore, il fallait le conserver pour favoriser le tourisme. Et toutes ces raisons, pourtant contradictoires, ont abouti au vote de la loi de préservation. Ceci m'a beaucoup intéressé. J'ai un peu creusé. Je me suis intéressé à Dumoulin, peintre français, commissaire de la partie Beaux-Arts des 2 expositions coloniales de Marseille, fondateur et président de la Société des peintres coloniaux français. Connu pour avoir réalisé un autre panorama lors de l'exposition universelle de 1900, le Tour du monde, à Paris. Attraction visitée et appréciée, notamment par le roi Léopold II,
au point qu'il demandera à l'architecte Alexandre Marcel, qui en avait réalisé l'architecture, de venir à Laeken afin d'y construire dans le jardin du Palais Royal une tour japonaise et un pavillon chinois identiques à ceux qui composaient le palais du Tour du Monde. Voici la tour japonaise. Léopold II et Dumoulin semblent partager un même intérêt pour les colonies et les expositions universelles. En 1998, le panorama de Dumoulin, cause du classement du champ de bataille, est à son tour classé. L'arrêté de classement mentionne des qualités artistiques indiscutables à la toile peinte par Dumoulin, notamment la qualité des raccourcis et son sens du mouvement. Ce retournement de valeur et le révisionnisme historique m'ont beaucoup interpellé. Autour du champ, très vite après la bataille, des bâtiments destinés à accueillir les visiteurs ont été construits. Dans le champ de l'un d'entre eux, le 1815, se trouve un mini-golf abandonné. Jugé sans valeur, donc, par les propriétaires actuels. Mais j'ai retrouvé la petite fille de celui qui avait conçu ce mini-golf. Le mini-golf racontait la bataille de Waterloo. Les obstacles étaient des maquettes à l'image des fermes fortifiées qui se trouvent sur le champ de bataille et dans lesquelles on s'est battu. La balle devait passer l'obstacle. Par ailleurs, le mini-golf est une imitation miniature du golf, sa démocratisation. Le jeu du golf repose notamment sur l'étude des pentes. Vous vous souvenez qu'en protégeant le champ de bataille, on permettait aux générations futures d'étudier les pentes du terrain dans un but de stratégie militaire. Curieusement, la région autour de Waterloo comporte la plus grande concentration de golf de Belgique. Je m'arrête là. Vous comprenez, je pense, qu'il ne s'agit plus ici de se diriger vers un point, comme je pouvais poursuivre la frontière comme un horizon, mais plutôt de construire un ensemble de relations afin de faire exister quelque chose de cette réalité. Or, lorsque je vous en parle, même si j'essaye de sauter d'une proposition à l'autre, j'en suis néanmoins réduit à la linéarité de mon énonciation. Et cet ordre de l'énonciation conduit, à mon sens, à considérer que l'antériorité d'une énonciation se charge d'une valeur de causalité, alors qu'il s'agit essentiellement de contingence et de coexistence. Voilà le problème. Les tensions qui sont à l'œuvre lorsqu'un événement arrive, la certitude qu'il aurait pu ne pas arriver avant son avènement, disparaissent lorsqu'il est advenu, comme s'il devait nécessairement advenir. Ainsi en est-il, par exemple, d'une élection. Avant, les choses sont en tension. Après, on se demande comment il se fait que telle nation a voté pour tel dirigeant. Alors, si je prends, par exemple, les dernières élections présidentielles américaines, il lui suffit que le système de comptage des voix soit légèrement différent, et peut-être plus juste selon nous, pour que le résultat soit différent. Et qu'alors la question ne se pose pas, la question de savoir pourquoi le peuple a voté pour tel dirigeant. La cause d'un événement est réévaluée à l'aune de ses conséquences, comme si, face à l'importance des conséquences, il ne pouvait y avoir que des causes importantes. Mais je m'éloigne peut-être un peu de mon champ de bataille. Revenons-y. Ce champ de bataille, ce travail a été montré dans une exposition. Il y avait des textes sur les murs, 9 récits, des images, des tissus, des vidéos, des documents, des étiquettes, des définitions et deux manières d'entrer dans le lieu d'exposition. Par ici ou par là. Suivant que l'on entrait d'un côté ou de l'autre, on commençait la visite par la tour japonaise de Léopold II et les eaux humains des expositions coloniales, ou par le mini-golf abandonné, les mini-golfs et les golfs. Ça, c'est toujours la première entrée, et ça, c'est la deuxième entrée. En fonction de ces deux entrées, l'appréhension de l'installation était différente. Les récits que l'on est amené à se faire également. C'est d'ailleurs étonnant pour moi l'importance que peut prendre la première sensation. Le premier sens qui s'impose à notre esprit, comment cette première élaboration perceptuelle vient éclairer la suite des perceptions. On pouvait ensuite poursuivre sur le même mur ou passer au mur en vis-à-vis. Enfin, on pouvait également ne pas lire, regarder, se déplacer, ne lire qu'un bout de texte, regarder une vidéo, revenir en arrière. Les récits se reconstruisent sans cesse. Il n'y a pas un bon ordre, il y a de la coexistence.
Tout ceci me convenait. Je n'avais pas de frustration à compenser par un livre. Pourtant, j'ai décidé de faire un livre à partir de ces matériaux. Alors, j'aimerais essayer de comprendre un peu pourquoi, car j'étais assez satisfait d'avoir maintenu les récits sans être tombé dans la linéarité de leur enchaînement. Or, un livre ayant toujours un début et une fin risquait de faire revenir cette linéarité que je voulais éviter. Un peu comme le panorama a été la cause première du classement du champ de bataille, la cause apparente du livre a sans doute été la frustration dont certains visiteurs m'ont fait part. Lorsque je visitais l'exposition avec des amis ou lorsque des connaissances la visitaient en sachant qu'il serait question de narration, il n'y avait, je crois, aucun problème. Si j'étais présent, je les laissais regarder, on se retrouvait à la sortie, on discutait de la proposition. Bon, peut-être que j'ai des amis qui sont particulièrement gentils, mais ça avait l'air de bien se passer. Mais lorsque les visiteurs se rendaient au musée et découvraient mon installation, après avoir vu les 2 autres expositions présentes dans le musée, les choses étaient parfois fort différentes. Le rythme relativement rapide de la déambulation dans les autres salles était soudain cassé. Il fallait prendre plus de temps, beaucoup plus de temps. Ceci mettait le spectateur dans une position inconfortable. Il ne lisait pas tout, mais ça le gênait. Il avait l'impression qu'il y avait trop, qu'il ratait quelque chose. Il était frustré. Et il m'en faisait part, en se promettant de revenir un autre jour, ce que je savais qu'il n'aurait pas le temps de faire. Donc, pour moi, ce qui m'était raconté n'était pas un problème. Il ne fallait pas tout lire. Il n'y a pas de bonne manière d'appréhender l'installation. Surtout, il n'y a pas une manière qui produirait un récit cohérent, totalisant, où chaque micro-récit s'enchaînerait à l'autre. J'avais alors la sensation que cette frustration du visiteur était plutôt liée à ce qui faisait l'intérêt de la proposition elle-même. Aussi étais-je un peu ennuyé que le spectateur puisse croire qu'il y aurait une bonne manière de visiter l'exposition et que cette bonne manière produirait une plus grande homogénéisation, source d'une plus grande satisfaction. Le livre a sans doute d'abord été une manière de répondre aux problèmes évoqués. Il permettait de rendre aux visiteurs, devenant lecteurs, une certaine maîtrise du rythme de lecture. Ce faisant, il permet de montrer que la question n'est pas là, que la maîtrise du temps, du rythme de lecture est sans effet sur les ruptures, les associations, parallélismes ou sauts qui sont proposés entre les faits, images, documents, récits. L'organisation est en effet de la coprésence, effet qui ne disparaît pas lorsqu'un ordre est imposé par la succession des pages. C'est en ce sens que le livre était une nécessité. Il affirme que la forme de la spatialisation, de l'installation dans l'espace du musée, malgré sa qualité, son intérêt, n'est pas la seule forme, n'est pas la bonne forme, celle qui est définitive et adéquate à son objet. Le livre affirme qu'une autre forme est possible, qu'une autre forme est toujours possible. Le livre, se référant à l'exposition sans rien en montrer, permet quelque chose comme une décoïncidence entre cette forme-ci et toutes les formes possibles qui seraient également valables. Le livre est ici une occurrence, une actualisation de ces matériaux qui ne valent que par les actualisations possibles et effectives. Je rencontrais récemment un poète néerlandophone qui est également traducteur. Alors, je m'intéresse un peu à la traduction parce que moi, je ne parle que français, alors ça me semble tellement improbable et impensable, voire impossible de parler plein de langues. Et je l'interroge sur l'usure de la traduction, cette espèce d'assertion un peu commune qui dit que le texte original ne vieillit pas, au contraire de ses traductions. Et lui, il me répond en parlant de la polysémie des textes et que toute traduction implique des choix, un point de vue même, en étant au plus près du texte à traduire, que ces choix, ce point de vue, s'ancrent dans une époque, une communauté ou une singularité. Et puis il poursuit en disant que, le plus souvent, une nouvelle traduction ne remplace pas la précédente, mais s'y ajoute, et que tout texte a besoin de plusieurs traductions. Il ajoute encore qu'il n'est pas certain qu'il assumerait cette position publiquement, devant des traducteurs. Et moi, cette idée me plaît beaucoup, qu'il n'y ait pas de traduction idéale, mais qu'il y ait la nécessité d'avoir plusieurs traductions. Certes, peu praticable, difficile de lire une page d'un traducteur, puis la même page d'un autre traducteur, il faut bien avancer dans le texte,
rester dans le rythme de la lecture, à moins que justement l'important soit de sauter d'une version à l'autre. Je crois que c'est ce que j'ai un peu essayé de faire. Je vous remercie.